Bonjour tout le monde, c'est Rohan et bienvenue dans le 4e et dernier épisode d'Entre Crochets, un podcast carnet de voyage de Radio Campus Orléans. Initialement, cette série, elle devait être un peu plus longue, mais bon, comme on le sait maintenant toutes et tous, l'année 2020 a eu un petit, même très petit contretemps qui a pris la forme d'un virus qui a mis le monde en quarantaine. Voilà. Donc, vous écoutez ce qui est l'ultime épisode d'Entre Crochets, le 4e, qui retrace 3 mois d'Erasmus, de janvier à mars du coup, enfin plus ou moins, et de comment cette mobilité s'est terminée de façon peu habituelle. Ce qui fait que j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'enregistrer cette période de l'année et que j'ai très peu de choses prises sur le vif à vous faire écouter. Et pour cet épisode, je vais laisser l'habituelle voix off de côté, même si ça, c'est aussi une voix off, mais la voix off narration scriptée, je la laisse de côté. Je préfère vous parler plus directement parce que cet épisode, je le veux un peu comme un épisode bilan. Du coup, je pense que c'est un peu plus adapté de vous parler comme ça plus directement. Bon, j'ai quand même un petit script sous les yeux pour savoir où j'en suis, tout ce que j'ai à dire pour rien oublier, mais je me laisse un peu plus de laisser aller, de liberté dans la façon dont je vais m'adresser à vous dans cet épisode. Pour la construction de cet épisode, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé des messages aux personnes que j'ai rencontrées pendant mon Erasmus pour qu'ils m'envoient un fichier audio d'eux qui s'enregistre, et je leur ai demandé dans cet enregistrement de raconter leur année à Séville en Erasmus. Et c'est pas tout, j'ai aussi retrouvé des fichiers qui datent du début de l'Erasmus et notamment d'un sujet que j'ai pas encore traité, c'est celui du végétarisme et du zéro déchet. Parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, j'avais arrêté de manger de la viande plusieurs mois avant de partir en Espagne. C'est toujours le cas aujourd'hui pendant que je suis en train de faire cet épisode, mais ça faisait quelques mois que j'avais arrêté en septembre 2019, ça fait déjà quelques mois que j'avais arrêté. Et avoir un régime alimentaire particulier dans un pays dont on ne maîtrise pas totalement la langue, ça peut faire un peu peur. Et je vais pas vous cacher que c'est pas forcément la chose la plus facile du monde. Mais bon, finalement, le végétarisme et dans une moindre mesure, du coup, le véganisme, c'est un peu plus compliqué. Mais ça commence à entrer quand même dans les esprits et il n'est plus choquant d'aller dans un restaurant et de demander un plat sans viande. Les gens, ils vont pas nous regarder avec des grands yeux. Qu'est-ce que tu fais ? Par contre, le zéro déchet, là, ils vont regarder avec des grands yeux. Ça a été beaucoup plus compliqué, en fait, pour moi. Finalement, l'achat de nourriture en vrac, comme le riz, les pâtes ou les lentilles, ça a été vraiment le chemin du combattant. Parce que déjà, des boutiques, il n'y en a pas énormément qui vendent du vrac. Et puis, elles sont pas toujours bien référencées. J'ai eu du mal à en trouver. Faut ouvrir l'œil, du coup. Faut pas hésiter à entrer dans les différents magasins, dans les rues. Il ne faut pas hésiter à se perdre justement dans les rues et aller plus loin que les rues commerciales qu'on a l'habitude de fréquenter. Parce qu'elles sont en général dans les petites rues de la ville. Et j'en ai trouvé une de boutique qui vendait du vrac. C'était dans la partie nord du centre ancien de Séville. C'est un quartier un peu plus riche de la ville. Et c'est une toute petite boutique de 10 mètres carrés. Elle est petite, mais elle vend quand même plein de choses. Donc j'ai pu trouver tout ce qu'il me fallait, comme du blé, du riz, des pâtes. Il y avait plein de légumes secs, il y avait plein de fruits secs. Et il y avait également plein de thé, de tisanes, d'infusions, et c'était vachement cool. Là, je suis en train de nettoyer quelques pots en verre. Pourquoi est-ce que je nettoie des pots en verre ? Pourquoi est-ce que je suis en train d'enlever leur étiquette ? Parce que juste après, je vais y aller avec mes tote bags, je vais y aller avec ces pots en verre justement, tout ça dans mon sac à dos. Je vais prendre le bus pour aller dans un magasin de vrac. Voilà, donc je vais acheter des céréales, je vais acheter de la semoule, je vais acheter quoi d'autre ? Du riz forcément, acheter un peu de riz, puis voir ce qu'il y a d'autre, puis pourquoi pas des biscuits. Donc là, je suis en train de nettoyer mes pots. Puis j'en ai du coup 3 qui sont déjà prêts et je suis en train d'en nettoyer 2. Par contre, ça a été plus compliqué pour les céréales. J'ai vite laissé tomber les cornflakes et j'ai recommencé à acheter des céréales en grande surface qui sont emballées dans du plastique et du carton du coup. Mais bon, ça c'est pas la partie la plus compliquée. Le plus compliqué par contre, ça a été pour acheter les fruits et les légumes. Parce que même s'il y avait beaucoup de boutiques, c'est un peu comme des maraîchers, c'est un peu comme le marché, mais c'est genre tous les jours, c'est vraiment une boutique où ils vendent des fruits et des légumes. Eux, ils sont pas forcément dans la démarche du zéro déchet.
Personnellement, j'arrivais dans ce genre de boutique, j'avais mes sacs en tissu, mes tote bags réutilisables et je les tendais au vendeur avec un grand sourire et il me les refusait et il me mettait tous mes fruits et légumes dans des sacs en plastique, dans plusieurs sacs en plastique même à usage unique avec tout ce qui est carton, etc. Et le plus compliqué, ça a été de faire comprendre une démarche zéro déchet, je vous cache pas, j'ai pas réussi, mais faire comprendre une démarche zéro déchet qui est déjà méconnue et pas mal incomprise par beaucoup trop de monde, et le faire dans une langue étrangère à une personne qui n'a pas forcément le temps de t'écouter t'exprimer dans un espagnol qui est maladroit, on va pas se mentir, et incompréhensible, parce que c'était quand même en début d'année, ça relève du miracle. Et j'ai pas réussi. J'ai fini par acheter mes fruits et légumes à Lidl. Je choisissais que ceux qui n'étaient pas emballés. Donc tout ce qui était carottes, on oubliait parce que elles étaient dans des sacs en plastique. Et c'est plus simple parce que dans les rayons, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un de mettre ses légumes dans son sac, contrairement à ces boutiques où il fallait dire à la personne je vais prendre tel légume, tel légume. Là, tu les prends, tu les mets dans ton tote bag et c'est bon. Tu peux partir, tu peux les payer et voilà. Et qu'est-ce que j'ai appris dans tout ça finalement ? J'ai appris qu'il ne faut pas se prendre la tête comme je l'ai fait. Puisqu'à un moment, je me suis privé de beaucoup de choses alors que j'en avais besoin, comme des carottes par exemple, juste parce que je ne voulais pas acheter de la nourriture emballée. Et le résultat, c'est que je me suis senti très mal pendant plusieurs mois. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai décidé d'arrêter finalement les cornflakes, que j'ai repris des céréales au chocolat pour me faire plaisir, parce que c'est important de se faire plaisir. Parce que je le rappelle quand même, au passage, les cornflakes, à la base, ça a quand même été inventé par des puritains américains au 19e siècle dans le but de préserver l'abstinence sexuelle des patients du docteur Kellogg. Et c'est ce nom-là, Kellogg, qu'on retrouve aujourd'hui sur des millions de boîtes de céréales à travers le monde. C'est le nom d'une personne qui voulait enlever tout désir sexuel à des personnes avec des céréales moroses. C'est pour ça que j'ai arrêté les cornflakes, parce que justement, ça me rendait hyper morose. Et surtout, il ne faut pas oublier que quand on entre dans une démarche zéro déchet, c'est pour préserver la planète et l'environnement dans lequel on vit. Le but, c'est de pouvoir continuer d'y vivre dans le futur confortablement. C'est de pouvoir y vivre confortablement dans le futur. Donc en fait, si on se prive de confort en entrant dans cette démarche, dans le but de continuer à avoir du confort dans le futur, finalement, on va à l'encontre de cette démarche. Et c'est pour ça que j'ai décidé que zéro déchet, c'est bien, mais si je vis pas dans le confort, si ça me rend malheureux et que je suis inconfortable, ça ne sert à rien. Il est 19h44 et je suis au bord de ce que je pensais être le Guadalquivir. Il y a 300 ans, c'était le Guadalquivir. Donc là, ce fleuve qui passe en plein centre de Séville. Sauf qu'il y a du coup 250 ans, je ne sais plus exactement, je crois que c'est entre le 18e et le 19e siècle. Il y avait des problèmes d'inondation chaque hiver. Du coup, il y avait des crues et ça a inondé tout le centre-ville ancien de Séville. Et d'où la nécessité à cette époque de creuser en dehors de la ville un canal qui donc contourne Séville. Donc du coup le Guadalquivir, qui passait initialement au centre de la ville, a été dévié. Donc officiellement maintenant le Guadalquivir passe en dehors de la ville. Donc je n'ai jamais vu le Guadalquivir. Voilà, ce n'est plus le Guadalquivir tel que ça l'était avant. Le soleil est en train de se coucher, il est en train de disparaître progressivement derrière les façades des maisons. Et finalement, pour l'anecdote, je n'ai jamais vu le vrai Guadalquivir quand j'étais à Séville. En tout cas, le Guadalquivir qui a été creusé au 19e siècle. J'avais prévu d'y aller, mais le confinement de mars a commencé juste avant. Mais c'est pas grave, parce que même si je l'ai pas vu, j'ai visité en 6 mois plein d'autres villes avec des amis. On a voyagé dans pas mal d'endroits en Andalousie. Hi, my name is Laura Veronica Granese. I'm half Italian, half Hungarian, but I grew up in the UK. And I went on my year abroad to Seville in Andalusia in the south of Spain. Avec Laura, une Britannique qui aime parcourir le monde et les cultures, on a pris le train ensemble pour aller à Osuna en janvier. Alors Osuna,
Pour contextualiser, c'est une ville d'Andalousie qui a à peu près 1 heure de train de Séville et depuis quelques années, elle est connue pour avoir accueilli le tournage de la série Game of Thrones. On est arrivé à midi et on a commencé le voyage en mangeant une salade Daenerys Targaryen dans un petit restaurant. Du coup, c'est une salade qui porte le nom du personnage joué par Emilia Clarke parce qu'elle a mangé dans ce restaurant avec toute l'équipe de tournage et les autres acteurs. Donc elle a mangé dans le restaurant dans lequel, avec Laura, on a mangé le midi. D'ailleurs, au passage, c'était vraiment impressionnant le nombre d'articles qu'il y avait sur les murs d'accrochés qui racontaient justement leur passage dans la ville d'Osuna et le fait qu'ils soient venus dans le restaurant. Il y en avait énormément, dans plein de langues aussi. Et ce qui était étonnant, c'est que ça ne s'arrêtait pas au restaurant et que c'était l'intégralité de l'économie touristique de cette ville qui était tournée vers la série de HBO. Par exemple, le musée de la ville, il abrite une aile qui est entièrement décorée avec des objets, des photos de tournage de la série. Et il y a un mur qui est entièrement lui aussi recouvert, mais cette fois d'autographes des comédiens et des comédiennes, tout comme une arène dans la ville qui est présentée comme étant l'arène dans laquelle il y a eu le tournage de Game of Thrones. Et à part ça, je me rappelle que quand on sort de la ville et qu'on gravit un peu les collines, parce qu'il y a énormément de relief dans ce coin-là, il y a énormément de relief en général en Andalousie, et lorsqu'on monte sur les reliefs, on a une vue panoramique littéralement sur toute la zone géographique, sur toute la région. Ce qui est plutôt cool en Andalousie, en plus des reliefs, c'est le beau temps. C'est le fait que le printemps arrive très tôt. Je me souviens qu'en janvier ou en février, on pouvait déjà sortir sans avoir des gros manteaux sur soi pour pouvoir profiter du soleil et du beau temps et s'asseoir dans les pelouses. Et c'est ce qu'on a fait une fois avec une amie, Hélène, que j'ai rencontrée également pendant mon Erasmus. Salut, moi c'est Hélène, je viens de La Réunion et j'ai été 1 an à Séville dans le cadre Erasmus. C'est une réunionnaise qui a parcouru des centaines de kilomètres avec sa guitare. On s'est posé dans un parc juste à côté de la Torre de Sevilla, qui est une énorme tour pour un centre commercial, qu'on appelle aussi parfois le Lepstek, le rouge à lèvres, parce que ce bâtiment ressemble à un rouge à lèvres géant planté dans la ville. D'ailleurs, il me semble que c'est, et sans aucun doute, c'est le point culminant de la ville. Et à son pied, il y a un parc qui a été aménagé et c'est là où on s'est posé. Et ce jour-là, Hélène a emmené sa guitare pour en jouer quelques notes. Et c'est aussi avec elle, avec Hélène, qu'on est parti à Grenade en février. Et avec nous, il y avait aussi Max et Tillman, qui sont 2 amis allemands. Détail. Ce soir à 23h55 sur Arte. Heute Abend auf Arte. Arte.
Grenade, paysage sonore à midi 2, sur un plan de vue très joli dans une impasse. Avec les clochers des églises. Ce qui est vraiment génial quand on voyage et donc quand on part en Erasmus, parce que un Erasmus finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est juste un voyage qui dure pendant plusieurs mois. C'est de laisser place à l'imprévu, parce que c'est vraiment quand on laisse l'imprévu arriver qu'on se fait de vrais bons souvenirs. Bonjour à tous, moi c'est Myriam, je suis aussi allée en Erasmus à Séville pour faire un semestre en communication audiovisuelle. Et c'est ce qu'on a fait un soir avec Myriam, on a laissé l'imprévu arriver. On allait pour rentrer chez nous et on est passé devant l'ICAS. L'ICAS, c'est l'Institut de la Culture et des Arts de Séville. Et ce soir-là, il y avait un spectacle de musique baroque. Et sans même savoir ce qu'on allait voir, on a acheté 2 billets sur un coup de tête. Et finalement, on s'est retrouvés au milieu d'un concerto de musique classique, baroque. Il y avait 4 personnes sur scène. Et vraiment, on a eu des fous rires parce que c'était complètement en décalage par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'aller voir ou par rapport aux lieux qu'on avait l'habitude de fréquenter. J'ai vraiment apprécié mes 6 mois là-bas. J'ai beaucoup gagné humainement à travailler avec des personnes espagnoles, à vivre avec des personnes de Séville même. Les moments que j'ai le plus appréciés étaient ceux passés avec Erwan et Annalena, plus spécialement quand on allait au Viajero Sedentario ou bien à l'Electronic Lounge. Le premier est un café qui est situé à la place de l'Alameda. C'est un café un peu hipster. On y allait pour travailler, développer des projets, discuter ou juste manger una tarta al Oreo. L'Electronic Lounge, lui, était un événement qui avait lieu chaque 2 semaines, à peu près le samedi, au musée d'art contemporain de Séville, afin de profiter d'une après-midi full électro au soleil, une après-midi gratuite et dans la bonne humeur. Donc moi, il m'en fallait pas plus pour être contente. Salut, moi je m'appelle Nalouen, je vais sur mes 22 ans et je suis partie à Séville en Espagne en Erasmus pour un semestre. Comment dire, c'était une expérience très enrichissante, au début très stressante parce qu'on arrive dans un nouveau pays, on se demande voilà, si on va réussir à se faire des amis, à se débrouiller pour les papiers, pour le transport, à l'université, comment ça va se passer, est-ce que les gens vont être gentils, enfin plein de questions de base quand on arrive quelque part où on connaît personne. Mais voilà, même s'il y a ce côté un peu stressant, finalement, on sort de sa zone de confort. C'est une violence qu'on se fait à soi-même. Certes, c'est pour ça que c'est toujours un peu stressant, mais c'est nécessaire pour avancer dans la vie. Mais finalement, ce qui en ressort, c'est plutôt des souvenirs, de l'enrichissement, des découvertes, du partage, des fous rires, de l'aventure, ou encore des rencontres. I really enjoyed it there. I had a lot of really fun experiences. Énormément de rencontres, énormément de voyages, énormément de fous rires. I went on a lot of trips. I even traveled to Morocco, which was lovely. Et en fait, à la fin, quand on veut repartir, on veut plus.
c'est plus qu'on doit repartir. On top of that, I met a wonderful array of people from all over the place. Je me suis fait une famille, j'ai rencontré beaucoup de gens, je me suis fait beaucoup d'amis, j'ai passé de très bons moments. J'ai 2 personnes que maintenant je considère un peu comme mon frère et ma sœur. Et elles me manquent beaucoup. J'ai pu connaître des gens avec qui j'ai pu faire la fête jusqu'à pas d'heure, et puis aussi d'autres gens avec qui j'ai pu juste chiller dans un parc en grattant la guitare et juste profiter du soleil, quoi. So now I've got friends for life all over Europe and even across the globe, as far as America. C'est une année que j'oublierai jamais. J'ai jamais été aussi épanouie de toute ma vie, en fait. Je rencontrais des gens presque tous les jours, mes colocataires étaient adorables, mais en tout cas de ce que je retiens moi, c'est que c'est comme se jeter à l'eau, en fait. C'est se jeter à l'eau, espérer qu'on va s'intégrer, espérer qu'on va se sentir à sa place et vraiment se sentir accueilli les bras ouverts, aussi bien par les autres Erasmus qui sont là avec le même projet, en fait, que nous. Peu importe en fait, la licence, les hobbies, les personnalités, finalement il y a quelque chose qui nous lie et c'est vraiment cette envie de partager, cette envie de partage, d'échange, cette envie de profiter surtout. Et ça je le changerais pour rien au monde en fait. Et puis surtout ça permet en fait d'apprendre tellement plus déjà sur le monde mais aussi sur nous. Personnellement, je me voyais comme quelqu'un de timide, d'introverti. Et puis je me suis rendu compte avec ce voyage, avec ce séjour, que j'avais besoin de ce contact social. J'avais besoin d'une encre en fait sociale, que je pouvais pas juste toujours rester dans ma chambre. J'avais besoin en fait de sortir, de voir le monde. Et c'est un degré d'apprentissage sur soi-même qu'on acquiert forcément. Et ça n'a pas de prix en fait. Peu importe les aléas du séjour, du voyage, de nos rencontres, finalement, en apprendre plus sur soi-même et ses besoins, c'est aussi essentiel. The most important thing for me was the life lessons I learned. I discovered a lot about myself and about human nature, and a lot of things that really has affected the way that I'm thinking about my future right now, which is awesome. It's all about the learning process, life is. One bit of advice that I would give to people who are going abroad, especially for something as short as Erasmus, is that do what you can to make the most of the experience, to have fun. But keep in mind that this is only the beginning. Take this as a little proxy taster of what life and adventure could be like for you in your future. En réalité, il n'y a pas besoin de partir dans un pays étranger pour rencontrer des personnes qui sont étrangères. En général, il y a juste à ouvrir les yeux parce qu'ils sont tout autour de nous. Quand on est à l'université, il suffit juste de traîner un peu dans les halls de l'université à la recherche des étudiants Erasmus ou des étudiants étrangers qui sont hors Europe, donc pas Erasmus. Et il y en a énormément qui viennent faire leur année en France. Beaucoup des Français ne sont pas forcément allés vers nous et c'est pour ça que c'était un peu difficile au début. C'est plus facile au début de se retrouver avec des Erasmus parce qu'on a beaucoup de fêtes par exemple. Mais à la fin de l'année, j'ai aussi eu quelques amis français. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu rencontrer pendant ma 2e année de licence, donc 1 an avant mon départ, parce que je suis parti en 3e année. Donc en 2e année, j'ai rencontré plein d'étudiants et d'étudiantes qui venaient d'autres pays, et je suis encore en contact avec la plupart d'entre eux. C'est le cas de Lisa, que j'avais interrogée avec mon micro en 2019, en juin. Je m'appelle Lisa, j'ai 19 ans et je viens d'Allemagne. Et j'ai fait mon Erasmus à l'université d'Orléans pendant 2 semestres.
Qu'est-ce qui t'a donné à la base envie de faire une année d'Erasmus ? Pour moi, c'était de découvrir la culture française et aussi d'améliorer mon français parce que à l'époque, mon anglais était mieux que mon français et je voulais que ça soit au même niveau. Et Orléans parce que c'est pas si grand que par exemple Paris, mais c'est pas une ville très petite non plus. Et j'aime bien l'ambiance d'Orléans. Et vu qu'il y avait un parcours franco-allemand avec ma ville en Allemagne et Orléans, c'était parfait. Est-ce que la Lisa qui est partie d'Allemagne en septembre, c'est la même qui va revenir en Allemagne en fin juin ? Je dirais qu'elle est un peu différente parce qu'elle est plus ouverte, parce que peut-être au début j'étais plus timide et maintenant, vu que j'ai réussi à parler aux gens en français et en anglais presque tous les jours, ça a vraiment changé parce que maintenant je sais quand je vais en Allemagne, j'ai pas de raison pour être timide parce que c'est plus facile de parler aux gens. Moi je trouve qu'on profite plus du temps qu'on a avec les gens et aussi on remarque des choses sur la culture, on réfléchit même sur le pays d'origine parce qu'on voit les différences et c'est très intéressant. Parfois on a une vue sur des choses qui est très influencée par ce qu'on connaît et parfois c'est mieux de aussi connaître d'autres points de vue et aussi l'échange avec les autres. Pour moi c'était très très important et très intéressant. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Qu'est-ce qui t'a le plus plu ? Est-ce que ce sont les cours ? Est-ce que ce sont les gens autour ? Ce sont pas les cours, mais ce sont les gens et aussi les voyages qu'on a fait, je dirais. On est allé à Paris plusieurs fois parce que c'est pas loin. Bordeaux, le Mont-Saint-Michel et je vais aussi aller à Strasbourg. Oui, c'est vrai qu'on sort plus souvent qu'avant, moi personnellement, et j'ai bien profité de l'année. Avant, j'avais pas trop envie de faire un tour du monde, mais maintenant je suis en train de réfléchir, peut-être même de faire un autre Erasmus, juste pour voyager plus, parce qu'après le bac, j'ai directement commencé mes études. Mais maintenant, j'ai vu que c'était une bonne chose de voyager, de rencontrer d'autres gens, d'autres cultures, et j'aimerais bien faire ça plusieurs fois. Je rentre en quelques jours et pour moi c'est très difficile de laisser cette vie derrière moi parce que je sais que même quand je revois quelques personnes ça va pas être la même chose parce qu'ici on était tous ensemble comme une famille. On a eu beaucoup de différentes langues et cultures et c'est juste une belle expérience. Je suis aussi heureuse de rentrer mais pour l'instant je suis plus triste que heureuse. À tous ceux qui réfléchissent s'ils veulent faire un Erasmus ou pas, moi je dis qu'il faut vraiment faire l'Erasmus parce qu'on va pas regretter. Ça va être une bonne expérience. Voilà, on arrive un peu sur la fin et c'est finalement mon tour de répondre aux questions que j'ai posées à mes amis. Pour faire court, vu qu'il y a 3 autres épisodes de ce podcast qui sont à écouter et qui résument très bien ce que j'ai vécu, je vous invite à les écouter. Partir une année universitaire à l'étranger, ça m'a clairement ouvert l'esprit. Ça m'a ouvert mon champ des possibles. Par exemple, avant, partir dans un pays étranger ou même partir dans un autre pays dans l'Union européenne, c'était complètement inconcevable, alors que maintenant, ça l'est complètement. Vu que je suis arrivé dans une ville en septembre que je ne connaissais pas, où il y avait personne que je ne connaissais, je me suis retrouvé à tirer pendant plusieurs jours une valise de 20 kilos derrière moi. Clairement, maintenant, une fois que ça s'est passé, je peux partir dans n'importe quel pays et demain, je pourrais prendre sur un coup de tête un billet de train pour partir à Amsterdam, pour aller à Copenhague, à Prague ou je sais pas encore à Mykonos, même Dublin ou Londres, n'importe. Et ça me poserait aucun problème, j'aurais aucunement peur et ça serait la même chose que de partir dans une autre ville de France. Je dirais même que j'ai envie de continuer à voyager et d'explorer le monde parce qu'il y a énormément de choses à découvrir, j'en ai pris conscience à ce moment-là. Il y a énormément de choses à découvrir sur cette planète et ça serait vraiment dommage de ne pas les voir et de ne pas les expérimenter.
Ah oui, et pour l'anecdote, quand j'ai pris l'avion pour quitter Séville, c'était 1 semaine après le début du confinement. Cet avion, il était presque vide, on devait être une vingtaine à peine dedans. L'aéroport, pareil, il était complètement désert. Il y avait même j'avais même l'impression d'être dans un film de catastrophe, tellement qu'il y avait personne. J'étais au milieu des couloirs vides avec toutes les boutiques qui étaient fermées. Et c'était encore plus troublant à Barcelone. Je me suis retrouvé à Barcelone parce qu'il n'y avait plus de ligne directe entre Séville et Paris, et que j'étais obligé de prendre une correspondance. Et que ce soit dans l'aéroport de Séville ou dans l'aéroport de Barcelone, il y avait ce message qui tournait en boucle. Debido a las circunstancias de excepcionalidad, por favor, mantenga la distancia personal de 1 metro. Due to exceptional circumstances, please maintain a personal distance of 1 meter. Et dites-vous bien que là, il est en 2 langues, parce que je l'ai enregistré à l'aéroport de Séville, donc il était en espagnol et en anglais. Mais à Barcelone, il était en 3 langues, en anglais, en espagnol, mais aussi en catalan. Et il passait toutes les 5 minutes et ça a duré toute la nuit. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis arrivé à Barcelone à 20h et que je suis reparti à 8h le lendemain et qu'il n'y avait plus rien d'ouvert, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de Airbnb. Et j'ai dormi par terre. Je m'étais réfugié entre un banc et un mur pour essayer de me reposer. Et ça m'a rendu complètement fou d'entendre ce message toutes les 5 minutes, toute la nuit. Quand j'entendais le message passer, je savais du coup quelle heure il était. J'avais qu'à rajouter 5 minutes à l'heure précédente. Voilà, du coup j'ai passé une très mauvaise nuit. Peut-être la pire de ma vie pour le moment, je sais pas. C'est sûr que si c'est pas le meilleur souvenir que j'ai de mon Erasmus, j'ai clairement survécu à ça. Comme on dit, ce qui ne tue pas, ça rend plus fort. Et clairement, ça m'a rendu plus fort. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que une fois qu'on a vécu ça, on n'a plus peur d'aller dans un autre pays et de se retrouver dans un aéroport perdu. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Merci de l'avoir écouté. Il y a 3 autres épisodes parce que ça, c'est l'épisode 4 encore une fois. Donc, faut pas hésiter à écouter les 3 précédents. Je remercie également Myriam, Hélène, Nolwenn, Laura et Lisa pour avoir participé à cet épisode. Les 3 précédents, ils sont disponibles sur SoundCloud et également sur orléans.radiocampus.org. J'ai également ouvert une chaîne YouTube, donc faut pas hésiter, pareil, à aller la visiter parce que c'est là où on se retrouvera pour de nouveaux futurs projets. Et on se dit à très vite. Merci encore.